On appelle ça être exigeante quand une femme ne veut plus se trahir. La vérité, les femmes ne sont pas suffisamment exigeantes. Elles ont été conditionnées à être trop tolérantes. Tolérantes à l'immaturité, à l'indisponibilité émotionnelle, au minimum syndical déguisé en effort, à la médiocrité relationnelle. Alors oui, en 2026, je vais encore élever le niveau, pas par arrogance, par respect, parce que notre temps, notre énergie, notre cœur ne sont plus des terrains d'entraînement. Et parce qu'une femme qui se choisit ne cherche pas à être comprise par ceux qui profitaient de son manque de limites. Exigeante? Non. Alignée, consciente, souveraine. Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à booster ton estime. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, libérons les croyances qui te freinent et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! Alors la messe est dite. Comment tu vas? Je tiens aussi à préciser que cet épisode a été réalisé quelques jours avant mes menstruations, donc j'assume pleinement cette énergie plus directe, plus intransigeante et aussi plus lucide. Cette phase a des merveilleux côtés et connaître les énergies de son cycle, ça fait partie de ta puissance féminine ainsi que de la pleine acceptation de toutes tes facettes en tant que femme. Et ça, c'est un cadeau pour ton estime personnelle. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va peut-être en fâcher quelques-uns et quelques-unes. Aujourd'hui, on va parler standard. Il y a ta valeur, ta vision, tes valeurs, tes limites et tes non négociables. L'intention de cet épisode n'est pas de culpabiliser, de chercher un coupable, bref, on n'est pas dans ça. Non, mon contenu, il n'est pas dans ce but-là, d'accord? Je ne suis pas là pour jouer la victime, je ne suis pas là pour chercher un coupable, je ne suis pas non plus dans de la colère. Non, j'aimerais que ça te permette de prendre peut-être de la hauteur, d'oser voir les choses telles qu'elles sont, sans les romantiser, sans les idéaliser, sans les juger, juste observer, constater, comme si tu étais au cinéma, l'actrice principale c'est toi, et tu regardes le déroulé du film. C'est apprendre aussi à développer ton discernement, ta conscience et ton détachement. Après, tu fais ce que tu veux de ce que je te dis. Je ne prêche pas, je partage, ça résonne, ça ne résonne pas. Life goes on. Mais je pense aussi à la Jen d'il y a quelques années qui aurait apprécié ce que je vais dire. Même si ça peut être dur, je ne le dis pas avec des regrets, aucunement. Le passé est le passé. Donc je le dis aussi pour la Jen qui je suis actuellement, qui est fière du chemin parcouru, qui a encore besoin d'avoir certains rappels, et à la Jen future qui n'oubliera jamais pourquoi elle s'est choisie. Et puis une femme qui veut travailler son estime, être une femme ancrée dans sa valeur, confiante et qui veut une vie qui l'honore, la respecte. Une vie aussi épanouissante où elle peut être pleinement elle-même sans douter à chaque fois de sa valeur, de ses choix, de ses ambitions. Et puis si elle veut sainement relationner, aimer et être aimée à partir d'une posture d'adulte, mature, et ça n'a rien à voir avec l'âge, mais plutôt avec de la conscience, justement. Se connaître profondément pour se libérer des conditionnements hérités et des blessures émotionnelles passées. Eh bien, elle a besoin
d'avoir des standards. L'année dernière, on m'a dit que j'étais exigeante dans mes relations. Alors, déjà, les gens se permettent de vous dire que vous êtes exigeante, même trop exigeante, alors qu'ils ne savent rien de votre histoire. Heureusement que je le suis devenue. Sinon, je vivrais toujours les mêmes, on va rester poli, galères. Je serais dans les mêmes situations, souffrante, toxique, malsaine. Je serais toujours celle qui donne à recevoir peu, celle qui tolère et qui souffre. Au contraire, nous les femmes, je pense sincèrement que nous ne le sommes pas suffisamment. Nous avons été conditionnés, en grande partie, à ne pas être ni à demander trop, à se minimiser, à fermer notre bouche, à se soumettre, à se contenter. Et c'est justement parce que j'ai commencé à élever mes standards avec moi-même en premier, puis les autres, que les choses ont bougé. Et je suis persuadée qu'une femme qui a une haute estime d'elle-même, qui a une vie, des relations, un travail épanouissant, c'est parce qu'elle a des standards élevés. Elle a aucunement peur de marcher seule. Si les gens ne sont pas alignés à ses valeurs, elle maîtrise l'art du détachement, sans jamais s'abandonner. Mes standards sont élevés maintenant, parce que mes épreuves étaient tout aussi hautes. Donc ce n'est pas un mécanisme de protection. Certes, quelque part, tu te protèges. Mais maintenant, j'ai envie de dire que non. Peut-être au début, parce que quand tu commences à travailler sur ton estime personnelle, il y a plus de tentation à revenir et à rester dans l'identité, l'entourage passé. Ton système nerveux préfère le familier. Donc si le familier, avant c'était une faible estime, des galères, pour lui, inconsciemment, ben c'est normal. Donc oui, quand tu commences à poser un cadre, à vouloir changer cette identité, c'est inconfortable. C'est prendre ce rôle de parent pour soi, pour se protéger, mais une fois que l'identité change, que le système nerveux s'est habitué et se dit: «Ah, ça fait plusieurs fois qu'elle réagit différemment. Elle tient tête». C'est plus de la protection, c'est une estime saine qui s'enracine. Parce que, comme je le dis plusieurs fois dans mon travail, mon contenu, l'estime de soi, c'est une question de physiologie en premier. Donc, pour changer, c'est aussi accepter de voir les comportements qu'on adopte. On a besoin de mettre de la lumière sur nos attitudes inconscientes. C'est là que la graine peut commencer à pousser. Et ça se fait au rythme de chacun. Des fois, on continue, on reste dans des situations où on insiste, on continue à creuser le trou, et peut-être qu'on avait encore besoin de ça pour, à un moment donné, se réveiller, ou peut-être jamais. Donc, c'est là où on ne peut pas juger le timing de chacun. Tu sais, c'est comme une amie qui est dans une relation où elle n'est plus heureuse depuis des années. Elle reste. Des fois, elle sait qu'elle n'est pas heureuse. Il y a bien entendu plusieurs raisons à ça. Je viens de t'en mentionner avec ton système nerveux, par exemple. On est quand même des êtres beaucoup plus complexes que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que toi qui es son ami, peut-être que tu sais qu'il est temps qu'elle fasse quelque chose pour que ça change. Ça ne veut pas dire quitter, peut-être oui, mais ça après c'est son histoire. Et donc elle a son propre timing, qu'elle se réveille ou pas. On ne se positionne pas en sauveuse. Et peut-être que cette femme qui reste actuellement, bah c'est toi. Et c'est OK. Et dans ce cas-là, la personne qui te sauvera, c'est toi. Avoir des standards, c'est une extension de ton énergie et de ton intégrité.
Donc nos standards reflètent fondamentalement notre ouverture à la vie. Ça paraît paradoxal, hein, mais aussi notre relation à nous-mêmes et notre relation envers l'honnêteté. C'est faire preuve de congruence et de cohérence entre qui je suis, ce que je pense et ce que je dis et ce que je fais. Tellement de femmes s'épuisent à prouver aux hommes, à la société, qu'elles sont suffisantes, méritantes, bonnes à marier, compétentes dans leur travail. Choisis-moi, regarde-moi, comme je suis présente, douce, aimante, disponible. Regarde tout ce que je fais pour toi, tout ce que j'accepte. Qu'est-ce qu'elles reçoivent au final? Des miettes, des relations déséquilibrées, des hommes immatures, indisponibles, incapables de s'engager ou de bâtir un couple sain. Oups, pardon, plutôt des petits garçons blessés. Elles-mêmes sont à ce stade inconsciemment. Mais ça peut être aussi des difficultés, hein, dans le travail, avec ses collègues, etc. Quand une femme devient entière dans sa valeur, quand elle a fait ce travail intérieur, elle ne s'adapte plus. Elle ne diminue plus sa nouvelle identité, ses standards, ses envies. Et ce n'est pas une femme qui est froide, distance, où le cœur est fermé. Ce n'est absolument pas ça. Sinon, tu es encore bloqué dans le passé. Elle n'a plus peur de dire voilà qui je suis, voilà ce que je veux et vaux. Tu ne partages pas ma vision, mes valeurs, mes besoins. Au revoir. Et ça vaut pour n'importe quel type de relation. Une femme ancrée dans une estime saine n'a pas peur de marcher seule ni de perdre. Elle est déjà complète. Elle ne cherchait pas à être choisie, elle s'était déjà choisie. Elle ne court pas après la reconnaissance, les hommes, le besoin d'être aimée, etc. Elle sait que des hommes, des femmes, il y en a plein. Parmi eux, des hommes et des femmes alignés à qui elle est. Les autres, aucune importance. Et si je te disais que ce n'est pas un défaut de caractère, ni un manque de confiance, ni un problème de volonté si aujourd'hui tu doutes de toi, si tu n'es pas épanoui dans le domaine relationnel ou professionnel, qu'importe, c'est une mémoire inconsciente que tu portes. Si tu ressens ce besoin constant de prouver, c'est parce que quelque part dans ton histoire ou dans celle des femmes avant toi, ta valeur n'a pas été reconnue. Parce que la valeur de la femme a été conditionnelle, parce qu'elle devait servir, se taire, s'adapter, endurer. Parce qu'on l'aimait quand elle était sage, utile, forte, pas simplement parce qu'elle existait. Et ton système nerveux a appris très tôt une équation invisible. Pour être aimé, je dois faire. Pour être choisi, je dois prouver. Pour être en sécurité, je dois m'oublier. Et ce conditionnement ne vient pas de nulle part. Il se transmet de mère en fille, de silence en silence, de renoncement en renoncement. Ajoutez à cela un manque profond dans l'enfance, un regard absent, une valorisation rare, une sécurité fragile, et tu obtiens une femme brillante, mais intérieurement épuisée. Rien de ce que tu fais n'est anodin. Rien de ce que tu répètes n'est par hasard. Et surtout, ça peut être transformé. Tout a une raison. Tu n'es pas né pour passer ta vie à prouver ta valeur. Tu es né pour l'incarner. Et ce chemin ne commence pas dans la tête, il commence dans le corps, dans le système nerveux, dans la réparation de ce qui n'a pas été sécurisé, reconnu, transmis.
Si ce message résonne, ce n'est pas une coïncidence, c'est peut-être le moment d'arrêter de prouver et de commencer à te choisir. C'est le signe que tu attendais. Fixer des standards avec assurance signifie être prête à dire non. Quand Rosa Parks a osé dire non dans le bus, c'est parce qu'elle s'est reconnectée à un moment donné à sa valeur de femme, à sa valeur d'humaine et de son droit au respect, à la liberté, au bonheur. Donc, fixer des standards, c'est aussi laisser partir des gens ou prendre les mesures nécessaires lorsque ta valeur, tes limites sont constamment outrepassées. Donc, cela signifie également être clair sur nos intentions. Est-ce que nous créons plus des standards, des limites pour inviter une personne à se rapprocher ou pour nous protéger d'un comportement nuisible? Fixons-nous des standards, des limites à partir de la peur ou de l'amour? Et il est normal, comme je l'ai dit au début, d'éprouver des craintes lorsqu'on songe à fixer des standards, des limites, parce qu'on croit à tort que si nous le faisons, tout le monde s'éloignera de nous et nous finirons seuls. L'une des plus grandes peurs de l'être humain. Alors oui, soyons honnêtes, tu vas traverser une ou des phases dans ta vie lorsque tu commences à être une femme de valeur, avec des standards, à travailler sur toi, à développer ta confiance, où tu seras seule. C'est inévitable. Accepte-le. Tu perdras des gens, des relations, ton partenaire peut-être, des membres de ta famille, etc. Mais laisse-moi te dire que cette vie t'appartient. Tu ne vis pas pour les autres. Tu t'empêches d'être et de vivre si tu n'es pas confortable avec la solitude. Parce que sinon, inconsciemment, tu es encore dépendante de l'autre. Alors bien entendu, on est des êtres de lien. On n'est pas fait pour être seul. Entourons-nous justement alors de personnes qui voient réellement la chance que c'est que de t'avoir à leur côté et inversement, avec qui il y a une vraie réciprocité et humanité. Et ce choix-là nous appartient. Mais il y aura un sacrifice. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, on veut changer, on veut tout avoir sans être prêt à faire ce qui est nécessaire. Tu ne peux pas obtenir un résultat si tu es toujours la même personne, si tu es toujours dans les mêmes routines, dans le même système de pensée, dans le même entourage, dans les mêmes actions. C'est impossible. C'est pas comme ça que ça marche. Je te le dis directement, ça ne marchera jamais de cette façon. Donc là, tu vois, il faut sortir de la naïveté, de la loyauté. Et je t'invite à écouter justement l'épisode précédent. Alors oui, je sais, c'est extrêmement difficile, mais c'est un profond respect envers soi et en fonction du cas même de l'autre. On a appris aux femmes à patienter, comprendre, excuser, nous adapter, donner encore un peu plus. On nous a appris que l'amour, c'est des compromis, que partir, c'est échouer ou que ça ne se fait pas, que vouloir plus, c'est être exigeante. Avoir des standards, ce n'est pas non plus que dans le relationnel, hein. C'est aussi dans ton hygiène de vie, ta santé, ton travail, la vie que tu veux vivre, ton rapport aussi à l'argent. C'est également tes ambitions, quel que soit le domaine. Il y a aussi quelque chose à comprendre avec le mot ambition, parce que beaucoup de personnes pensent que l'ambition, c'est dominer, manipuler, écraser, exercer du pouvoir sur les autres, profit, pression. Alors, en plus, je te raconte pas quand on ose exprimer qu'on est une femme ambitieuse. Mais l'ambition, la vraie, c'est croire profondément que tu es digne et que ta vie mérite d'être grandiose sur le court laps de temps qui nous est offert.
On n'est pas là que pour galérer et souffrir. Femme, tu n'as pas à travailler plus dur, à tout prouver, à t'écraser, à attendre qu'on t'autorise. Tu mérites ce qu'il y a de meilleur parce que tu es en vie, parce que tu existes, parce que c'est ton droit fondamental. La dignité, c'est ce que le système, la religion, la société ont tenté de te retirer, en te faisant croire qu'il fallait souffrir pour mériter, t'oublier pour être digne, servir pour valoir quelque chose. C'est faux. Et ça s'arrête avec toi, maintenant. Aujourd'hui, tu te choisis et tu choisis de te souvenir que tu es déjà assez, que tu n'as rien à prouver, que tes désirs sont sacrés, que tout ce que tu veux est là, déjà en chemin, quand tu te sens prête à le recevoir. T'as pas traversé des vénérations d'héritage, des tempêtes émotionnelles, des couches de patriarcat, des burn-out silencieux, des dépressions et des nuits à douter de ta valeur, pour finir à culpabiliser parce que tu veux plus, quel que soit le domaine de ta vie. Alors, on va aussi faire un focus sur l'argent là, maintenant. On adore taxer les femmes qui aiment l'argent de vénales, de matérialistes, de superficielles. Mais la vérité, c'est que ce discours ne sert qu'à une chose, hein, les maintenir loin de leur puissance. Je ne suis pas vénale, je suis souveraine. Je sais ce que je veux. Je sais que l'argent est un outil, un amplificateur, un levier de liberté, de choix, de paix, de générosité, de sécurité. Refuser l'argent pour paraître pur, c'est encore un piège, hein, du patriarcat spirituel. C'est encore une injonction à te sacrifier pour être une bonne femme. Mais une femme qui dit oui à sa richesse, c'est une femme qui sort du rôle, qui reprend son trône et qui commence à transformer le monde autour d'elle. Un désir sain d'argent n'a rien à voir avec de la cupidité, j'allais dire la culpabilité aussi. C'est un désir de vie, un appel à mieux vivre, à respirer plus grand, à s'autoriser plus de beauté, de repos, de choix. Et combien justement de femmes culpabilisent encore de vouloir plus? Plus d'aisance, plus de liberté, plus d'expansion. Comme si c'était mal, comme si elles ne le méritaient pas. Mais ton lien à l'argent est directement relié à ton estime personnelle, hein, à la valeur que tu te donnes, à ce que tu crois mériter, à la place que tu t'accordes dans la vie. Et revenir à un rapport sain, pacifié, conscient, c'est réhabiliter ton droit au désir de vivre, ton droit d'exister sans t'excuser, sans te justifier. Et respecter l'argent, c'est aussi te respecter. Et pour moi, l'argent, c'est spirituel. C'est une phrase qui dérange lorsqu'on dit ça, parce qu'on nous a fait croire qu'il fallait choisir, qu'on ne peut pas servir le divin et vouloir vivre dans la matière. Mais il n'y a pas plus grand refus d'incarnation que celui-ci, hein. Nous sommes venus dans une société où l'argent est un outil. Il n'a rien à voir avec le mal, il n'est pas sale, il est ce que tu en fais. Apprendre à maîtriser ton rapport à l'argent, ce n'est pas trahir ton âme, c'est l'honorer, c'est lui offrir un sol solide pour s'exprimer, c'est ancrer le divin dans le réel. Oui, tu peux être spirituel et profondément riche. Tu peux aimer l'argent, en avoir beaucoup et rester profondément aligné à tes valeurs. L'argent, quand il est entre les mains d'une femme consciente, ne détruit rien. Il expanse, il nourrit, il rayonne. Il te permet de vivre mieux, soutenir ce que tu aimes, investir dans des projets et des causes qui comptent. Tout y est pour accompagner encore plus fort, plus loin.
offrir, créer, transmettre, partager. Être riche n'est pas une trahison spirituelle, c'est une affirmation. C'est dire je m'autorise à recevoir, à être bien, à propager le respect de cette vie, à incarner l'abondance que je suis. L'argent est un outil, il est neutre, mais toi tu ne l'es pas. Et encore une fois, c'est ce que tu en fais qui change tout. Arrêtons de croire que pauvreté égale pureté et que richesse égale corruption. C'est faux. Ce sont des prisons mentales. Tu peux être spirituelle, généreuse, connectée et millionnaire si c'est ton intention, hein. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit être millionnaire, mais ce n'est pas une contradiction, c'est une union. Et autre croyance sur l'argent qu'il faut arrêter et qu'on a tous entendu, l'argent ne fait pas le bonheur. Faux. L'argent fait le bonheur. Mais c'est le plus gros bullshit sur l'argent qu'on t'a répété depuis petite. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Mais soyons honnêtes, c'est faux. L'argent fait le bonheur parce qu'il t'offre de la sécurité, du choix, du confort, du temps, des expériences, des soins, de la liberté, parce qu'il te permet de mieux dormir, de mieux manger, de mieux vivre et même de mieux aimer. Dire que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est une formule toute faite pour s'habituer au manque et à la peur d'avoir plus, à rester bien fidèle aux loyautés familiales du clan, être petite, recevoir peu, se sacrifier, se contenter. Mais c'est souvent quand tu as connu l'instabilité, hein, la précarité, que tu comprends à quel point l'argent change la vie, à quel point il peut l'améliorer, t'aider et enlever un énorme stress. Arrêtons de glorifier le «Ah, le pas grand-chose me suffit». Oui, la gratitude est puissante, mais la permission de vouloir plus sans culpabilité l'est encore plus. Tu peux être heureuse avec peu, même juste avec un coucher de soleil, je ne dis pas le contraire, mais tu peux être encore plus épanouie avec plus. Et c'est OK de le dire, c'est OK de le vouloir. Et je vais te dire une dernière chose, hein, par rapport à l'argent. Femme, c'était important, hein. Comme je l'ai dit, l'argent, c'est fortement lié à la valeur que tu te donnes. Laisse-moi te dire cette dernière chose sur l'argent. M'amuse. Il n'y a rien de noble, ni de vertueux à être pauvre et à vivre une vie en mode survie. Oui, ça existe, mais c'est pas là ce que je suis en train de te dire, surtout dans un pays comme le nôtre. Mais ce n'est pas le débat, hein, ce que je veux te dire. On t'a peut-être appris que c'était plus noble de vivre avec peu, que l'abnégation, les sacrifices, les galères te donnaient une valeur morale. On t'a peut-être fait croire qu'être une bonne femme, c'était donner beaucoup, recevoir peu, te contenter du minimum, souffrir en silence, ne pas faire de vagues et toujours faire avec. Mais laisse-moi te dire à nouveau cette vérité qui dérange. La pauvreté n'est pas une vertu et la survie ne devrait pas être une identité. La femme qui s'épuise n'est pas plus honorable que celle qui prospère. Il n'y a rien de sale à vouloir l'aisance, rien d'égoïste à choisir le confort, rien de mal à construire une vie où tu t'épanouis en paix, riche, libre, sereine. Et si cette idée ne venait pas de ton cœur, mais d'un conditionnement ancestral, un mélange de culture, de religion, de morale sacrificielle, transmis de génération en génération pour que tu restes à ta place.
Et dans certaines traditions religieuses, hein, ou éducation spirituelle, on glorifie la pauvreté comme signe d'humilité. On dit que ceux qui ont peu seront les premiers, que l'argent corrompt, que les riches sont égoïstes, superficiels et mauvais. Mais qui profite de ce discours? Ces croyances, elles ne sont pas neutres, hein. Elles s'impriment dans ton inconscient et elles te retiennent en arrière. Elles te font culpabiliser dès que tu veux plus. Plus d'argent, plus de plaisir, plus de liberté. Vouloir de l'argent ne fait pas de toi une mauvaise personne. Choisir l'abondance, c'est refuser de continuer à glorifier la souffrance. Tu n'as pas à rester petite par solidarité. Ta lumière n'éteint personne. Et tu n'as pas à porter l'idée que c'est plus spirituel d'être pauvre. Tu peux être riche et spirituelle, abondante et généreuse, libre et profondément ancrée dans le cœur. Et si tu choisis aujourd'hui d'honorer les femmes d'avant en devenant celle qui vit dans l'abondance, c'est aussi un acte de guérison. Voilà. C'était les points, selon moi, fondamentaux à te partager sur l'argent. Donc, avoir des standards sur l'argent, c'est important dans ce que tu souhaites, mais aussi dans la façon de le gérer, dans la façon de comment tu dépenses et investis ton argent et ce qu'il est au service de ta conscience, de ton évolution, mais aussi de l'autre, dans ta générosité, dans ce que tu as envie de construire seul, à deux, en famille, etc. Et au service de plus grands que toi. Avoir des standards, c'est avoir une feuille de route de tes valeurs, de tes besoins, tes limites et tes non négociables. Ce n'est pas de l'ego, hein, même si ça fait pas de mal aussi d'en avoir de l'ego. L'ego n'est pas mauvais, il permet de remettre un cadre. C'est un mécanisme de défense et de survie. C'est dire je ne négocie pas le respect. Je ne négocie pas la sécurité émotionnelle. Je ne négocie pas la constance. Je ne négocie pas la maturité. Je ne négocie pas mes désirs. J'assume, je suis responsable. Alors quand on a 20 ans, tu vois, on ne se pose pas toutes ces questions. On expérimente. Et encore, je pense que ce podcast peut être aussi écouté pour une jeune femme de 20 ans. Parce que prendre le temps d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre à se poser les bonnes questions et à développer de l'assurance en soi. Ça évite d'accepter le flou, le minimum, l'incohérence, l'attente, l'effort à sens unique, les colères, les violences, etc. Et lorsqu'on ne prend pas le temps de définir qu'est-ce qui est important pour moi, alors on joue à la roulette russe. On perd en estime, en confiance. On se dit c'est normal, on ne vit plus, on survit. On passe à côté de sa vie, de son potentiel et de ses rêves. On finit par être résigné, blasé, à se dire bah, c'est comme ça, c'est la vie, ou c'est mieux que rien. Mais mon Dieu, mais quel cauchemar! Donc maintenant, juste quelques exemples de standards afin que tu puisses mieux intégrer ce que cela signifie et tu vas voir que ça touche tous les domaines de ta vie car ils sont visibles dans chaque décision que tu prends. C'est faire du tri dans toute ta vie. C'est poser les règles envers soi et envers le monde. Déjà, les premiers standards que tu devrais avoir, c'est envers toi pour élever ton estime. Donc, un de mes standards personnels envers moi, c'est toujours de me parler avec gentillesse. Déjà ça. C'est un game changer. Parce que je le sais comment on se traite lorsqu'on manque d'estime de soi.
On a des pensées dures envers soi. On est notre pire ennemi. On dit même à haute voix des phrases comme je suis bête ou on s'attaque à son physique. Non, non m'amuse. Ça, c'est le premier standard que tu dois prendre. C'est de faire de toi la personne qui te traite avec le plus d'amour, par sa parole, par ses gestes, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves. C'est un non négociable. Les autres standards que tu peux avoir, c'est aussi dans ton hygiène de vie. Est-ce que tu respectes ton corps? Comment en prends-tu soin? Comment tu le nourris? Est-ce que tu le bouges suffisamment, ton corps? Parce que je suis désolée, manger mal, abuser de l'alcool, fumer, consommer des drogues, j'arrive même pas à dire le mot, ne pas faire de sport, ne pas dormir suffisamment. Je ne parle pas aux jeunes parents, hein. Mais tout ça, c'est un manque de respect envers ton corps. Et une femme de valeur, c'est aussi dans cette dimension-là. Les standards, je peux avoir aussi sur le côté psychique. Tout ce que tu consommes, est-ce que tu regardes les téléréalités où le niveau n'est pas très élevé, hein, pour être gentil, c'est utile. Écouter, regarder les infos tous les jours alors que c'est anxiogène, négatif, est-ce que c'est utile? Scroller des heures sur TikTok et Insta, est-ce que c'est utile? Être avec des gens qui ne sont pas ouverts d'esprit, qui passent leur temps à se plaindre, qui sont négatifs, qui n'ont pas d'ambition, passent leur temps à critiquer les autres, est-ce que c'est utile? Comment tu prends aussi soin de ta santé mentale? C'est tout aussi important. Enfin, on va voir le côté amoureux, parce que c'est là. La relation amoureuse, c'est le baromètre le plus brut de ton estime personnelle. Mais ça, ce sera le sujet d'un autre podcast. Parce que là aussi, les femmes manquent cruellement de standards. Un standard dans une relation amoureuse, ce n'est pas vouloir un partenaire parfait, riche, 1,80 m, brun, et exiger un conte de fées. On souhaite tous, hein, une belle histoire d'amour, hein. Le problème, c'est que l'une des grandes causes de frustration et souffrance dans le couple, c'est notre manque de connaissance, d'honnêteté et une peur d'affirmer qui l'on est et ce que l'on désire. Par exemple, pourquoi je m'engagerais avec un homme qui ne veut pas d'enfant ou ne sait pas s'il en veut, alors que tu as le désir d'avoir des enfants un jour? Même s'il peut cocher plusieurs cases, hein. On ne parle pas juste d'un choix de votre prochaine destination de voyage, hein. Un autre exemple, pourquoi je m'engagerais avec un homme qui n'a pas la même hygiène de vie si toi tu fais attention à ton corps, ton mental, ton esprit, et si lui est fêtard, fumeur, boit, ne fait pas de sport, mange que de la junk food et ne s'intéresse absolument pas à prendre soin de ta santé? Des exemples comme ça, on peut en donner plein. Et ça n'a rien à voir avec des caractéristiques physiques, mais plutôt des compatibilités dans les dynamiques de vie intellectuelle, spirituelle, culturelle, etc. Oui, l'amour est une question de compatibilité. Et encore une fois, lorsqu'on ne prend pas le temps de se connaître, vraiment, on rentre dans le couple comme à la roulette russe. Et en plus avec tous nos bagages. Alors non, désolé, le rien est mieux que de s'éteindre à petit feu avec le mauvais partenaire en ayant cette fichue croyance dans une vie qui ne te correspond pas. Nos standards sur l'amour sont hérités de ce qu'on a vu chez nos parents, ce qu'on a appris à tolérer, ce qu'on croit mériter, ce que notre système nerveux considère comme normal. On choisit l'amour avec ce qui nous est familier. Et si tes standards sont bas,
Tu appelleras alchimie ce qui est en réalité une insécurité. Aimer, c'est prendre un risque. Mais prendre un risque ne veut pas dire se jeter les yeux fermés. Aimer, ce n'est pas ignorer les signaux, ce n'est pas romantiser les red flags, ce n'est pas appeler passion ce qui est instable. On ne peut pas supprimer le risque en amour, mais on peut limiter les dégâts. On peut minimiser les regrets. On peut choisir avec conscience. Et ça commence par des standards. Oui, aimer demande du courage. Mais le vrai courage, ce n'est pas de tout accepter. C'est de refuser ce qui ne correspond pas. On ne contrôle pas tout en amour, mais on contrôle ce qu'on tolère. Et ça change absolument tout. Élever ses standards, ce n'est pas devenir froide, c'est devenir consciente. Ce n'est pas aimer moins, c'est aimer plus pour aimer mieux. Et parfois, la plus grande preuve d'amour envers soi-même, ce n'est pas de patienter ni s'adapter, c'est refuser. Alors m'amuse. Maintenant, je te demande de faire un seul exercice. C'est de prendre ton carnet, une feuille ou d'ouvrir l'application Notes de ton téléphone et de définir tes valeurs de vie, tes valeurs relationnelles, tes valeurs humaines, de les incarner, puis d'écrire tes limites, tes non négociables, comment tu veux vivre et quelle femme tu veux être, quels que soient les domaines de ta vie. Puis commence à agir, à l'incarner. Et si tu as besoin d'être accompagné sur ce chemin, alors mon accompagnement individuel sur 6 mois est là pour toi. Je serai honorée de te guider, à te reconnecter à ton estime, libérer les schémas du passé et à émanciper la femme merveilleuse, unique et libre que tu es. Il suffit de m'écrire, tu as toutes les infos dans la description de cet épisode. Donc voilà pour aujourd'hui. Partage-moi tes ressentis sur ce que je t'ai dit, partage-moi tes standards si tu en as. Tu es déjà abonné ou pas, eh bien abonne-toi, like, commente et n'oublie pas aussi de partager cet épisode, le podcast, à toutes les femmes autour de toi. C'est ensemble qu'on peut aussi changer les choses. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. En attendant, fais ton exercice et incarne. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao!